Madame, Monsieur, bonsoir, bienvenue dans ce journal à la une de l'actualité. La prochaine réunion du bureau de l'APF prévue en octobre en Polynésie française. Amadou Soumaoro, président de l'Assemblée parlementaire de la francophonie, prépare la rencontre. Il a présidé une réunion ce vendredi par visioconférence avec la participation des membres du secrétariat parlementaire et administratif de l'institution parlementaire francophone. Des médailles qui les invitent à renforcer leurs actions pour le bien-être des populations. 6 hommes et 4 femmes du gouvernement décorés dans l'ordre national. La grande chancelière Henriette Dakré-Diabaté a procédé à la distinction de 10 ministres. Ils ont été faits commandeurs dans les ordres spécifiques qu'ils président ou coprésident. Vers une production en masse de logements de type abordable, des habitats à prix abordable et durable, l'opérateur immobilier français reçu par le Premier ministre Patrick Achi, il a indiqué sa volonté d'accompagner le gouvernement ivoirien dans la réalisation de logements abordables et durables au profit des populations. Et puis au Mali, 15 casques bleus blessés ce vendredi, bilan d'une attaque au véhicule piégé contre une base opérationnelle temporaire dans la région de Gao. Le dispositif avait explosé au passage d'un convoi de la mission onusienne qui escortait le déploiement d'un bataillon de l'armée malienne. Le président de l'Assemblée parlementaire de la francophonie a présidé une réunion ce vendredi. Amadou Soumaoro et son équipe préparent la prochaine réunion du bureau de l'APF. La rencontre est prévue en octobre en Polynésie française. Une visioconférence dont nous parle Moussa Konaté. Réunion de la délégation permanente de l'Assemblée parlementaire de la francophonie. Échange par visioconférence au menu. La prochaine réunion du bureau de l'APF, prévue initialement en juillet à Papeete, la capitale de la Polynésie française, territoire d'outre-mer de la France. Nous sommes confrontés à un point urgent. Concernant la prochaine réunion du bureau à Papeete, à cet égard, je vous informe que j'ai invité M. Tongsa, président de l'Assemblée de Polynésie française, à se joindre à nous afin de répondre à vos éventuelles interrogations sur l'organisation de notre réunion à Papeete. Après les différentes interventions, dont celle du président de l'Assemblée de la Polynésie française, les participants, par la voix du président Amadou Soumaoro, décident. Compte tenu de nos échanges, je pense que nous pouvons répondre favorablement à l'invitation du président de l'Assemblée de Polynésie française et reporter notre réunion en octobre. Le président Amadou Soumaoro invite donc les membres du bureau de l'APF à prendre toutes les dispositions pour ce rendez-vous d'octobre en Polynésie française. Et on reste à l'Assemblée nationale. L'hémicycle a abrité une cérémonie d'hommage ce vendredi à l'honneur de l'honorable Saleh Poli, député de Méagui, rappelé à Dieu le 11 mai dernier. Sa famille politique, le PDCI, les députés, sénateurs et une délégation du Parlement de la CEDEAO ont salué le parcours politique de l'illustre disparu. Il sera inhumé demain samedi 26 juin à Croon dans le département de Méagui, région de la Nawa. Ils sont 10 membres du gouvernement distingués, les 6 hommes et 4 femmes décorés. La grande chancelière de l'ordre national, Henriette Dakré-Diabaté, leur a remis le grade de commandeur dans les ordres spécifiques qu'ils président ou coprésident. On le voit avec Sidonie Davila. La nation ivoirienne récompense leur mérite. Ce sont 10 ministres, dont 4 femmes et 6 hommes, ayant les portefeuilles de la défense, de la fonction publique, de l'éducation nationale, de la culture, des mines, des affaires maritimes, de la communication et de la solidarité. Ces personnalités ont été élevées par la grande chancelière au grade de commandeur dans les ordres spécifiques. Une fierté pour les récipiendaires. En leur nom, le ministre de la Communication, des Médias et de la Francophonie, Amadou Coulibaly, a exprimé toute sa reconnaissance au président de la République ainsi qu'à son Premier ministre pour la confiance. Je voudrais, une fois de plus, vous réitérer nos remerciements les plus affectifs, les plus dévoués. En tant que nouveau membre de droit de ces ordres distinctifs, ces ordres ministériels, nous voudrions vous assurer de notre disponibilité auprès de la grande chancellerie à œuvrer au développement d'une saine émulation d'hommes et de femmes de valeur dans nos différentes corporations
de même qu'au rayonnement et à la renommée de la Côte d'Ivoire, notre cher pays. Rappelant l'intérêt d'une telle cérémonie, Henriette Dagri-Diabaté souligne que ces différentes distinctions témoignent de la confiance, de la satisfaction du travail accompli. La présente cérémonie vise à vous manifester la solidarité de la Grande Chancellerie dans l'exercice de vos missions respectives. En votre qualité de premier responsable de ces ordres sur le terrain, vous vous trouvez en position de la promotion du mérite et de l'excellence. Je voudrais donc vous exhorter à accorder une attention soutenue à la distinction des acteurs de la chaîne des valeurs de vos ministères respectifs. De l'ordre du mérite maritime, en passant par l'ordre du mérite de la fonction publique, de l'éducation nationale, des mines, de la communication, à l'ordre du mérite de la solidarité et du mérite culturel, ces distinctions ne sont pas seulement des reconnaissances, elles sont des gages de responsabilité et d'excellence dans le travail. Et des personnalités visiblement heureuses de recevoir ces distinctions. Elle les entend au micro de Sidonie Davila. Je voudrais, au nom de tous les fonctionnaires de Côte d'Ivoire, dire que je mesure pleinement la responsabilité qui est la mienne. Et c'est donc avec engagement que je conduirai ma mission au sein de la fonction publique de Côte d'Ivoire pour l'honneur de notre administration publique. Je suis très heureuse de recevoir cette médaille. C'est pour moi une invitation à contribuer à faire rayonner la Côte d'Ivoire pour faire en sorte que l'école ivoirienne soit une école de qualité, une école de mérite dans la transparence et dans l'équité. Alors je suis très content. Dire nos reconnaissances à M. le Président de la République, son Excellence Alassane Ouattara. Cette distinction, moi je la considère comme une mise en mission pour donner le meilleur de nous-mêmes. Nous voulons remercier respectueusement M. le Premier ministre Patrick Achi qui nous a appelés à son gouvernement, ainsi que le Président de la République, son Excellence M. Alassane Ouattara, pour la confiance qui nous a été témoignée et qui nous permet donc d'être aujourd'hui l'objet de cette décoration. On se rend à la primature. Le Premier ministre Patrick Achi a reçu le président du groupe Node, Antoine Grolin. L'opérateur immobilier français a lancé un projet d'habitat dans le pays. Il a indiqué sa volonté d'accompagner le gouvernement ivoirien dans la réalisation de logements à des prix abordables et durables au profit des populations. Alexis Ouedraogo. L'opérateur immobilier français Node veut accompagner le gouvernement ivoirien dans la réalisation de logements abordables et durables au profit des populations. Ils l'ont indiqué jeudi au terme d'une audience avec le chef du gouvernement Patrick Achi. On a été reçu par M. le Premier ministre pour expliquer le projet que nous avions sur le démonstrateur des maisons abordables qu'on a inauguré hier à Trècheville et dont d'autres sont en cours de développement. Pour dire qu'on était une délégation d'entreprises françaises qui était fort attachée au développement et au dynamisme qu'on ressent ici en Côte d'Ivoire et qu'on a certainement beaucoup de choses à co-construire avec les habitants pour du développement ensemble. Le ministre de la Construction, du Logement et de l'Urbanisme, Bruno Nabani-Koné, a salué l'arrivée de ce partenaire qui s'engage à contribuer à la résorption du déficit dans le secteur du logement. C'est la première entreprise française qui s'engage dans le domaine de la production de logements en Côte d'Ivoire. Pour nous, c'est déjà un premier grand pas. Deuxièmement, c'est une entreprise qui a une fibre forte sociale. Et pour faire du logement social, il en faut. Donc nous avons de gros besoins au niveau du logement en Côte d'Ivoire, 600 000 logements à peu près. Bruno Koné a lancé un appel à toutes les entreprises et secteurs ayant la capacité technique et financière à investir dans la construction de logements à coût abordable. Et les logements à coût abordable vont connaître donc un coup d'accélérateur. Il est prévu dans les mois à venir une production en masse de maisons écologiques dans le pays. Le ministre de la Construction a procédé à l'inauguration de la maison témoin à Trècheville. Le reportage de Cheikh Koné. Une signature de convention entre deux entreprises privées françaises, à savoir Node et Nuland, sous la supervision du ministère de la Construction, du Logement et de l'Urbanisme.
Ce partenariat fera des euros dans quelques mois avec la production en masse de logements à prix abordable sur toute l'étendue du territoire national. Aujourd'hui, on signe un protocole pour se dire que nous nous engageons à faire nos meilleurs efforts pour regarder comment optimiser un maximum le prix pour rendre abordable le logement et accessible au plus grand nombre. La production de ce nouveau type de logement va débuter dès la fin de l'année. Objectif, dupliquer le projet Live2 au service des logements sociaux. Un projet ambitieux pour lequel le ministère n'a pas hésité à apporter son parrainage institutionnel. Cependant, Bruno Nabagné-Koné a fait des suggestions. C'est premièrement la verticalité, dans la mesure du possible. Évidemment, ce n'est pas une condition sine qua non. La verticalité, donc avoir des constructions en hauteur. Deuxièmement, travailler le plus que vous pouvez avec le constructeur, mais également avec l'État de Côte d'Ivoire sur les aspects de fiscalisation pour réduire davantage le coût de ce logement et le prix de vente. Et le troisième sujet, c'est le crédit acquéreur, donc qui est toujours un frein, malheureusement, à l'accès à la propriété. Bien avant la signature de convention, le ministre de la Construction, du Logement et de l'Urbanisme a procédé à l'inauguration du démonstrateur de ce projet situé à Treichville. La cérémonie de ce jour me donne l'occasion de réaffirmer l'engagement de l'État de Côte d'Ivoire, sous la haute égide du chef de l'État, le président Alassane Ouattara, d'œuvrer activement en vue d'offrir à nos concitoyens un cadre de vie plus agréable, mieux organisé, plus sécurisé, ainsi qu'un logement plus décent et plus abordable. Cette cérémonie d'inauguration s'est soldée par une visite guidée du démonstrateur et par la signature d'un protocole d'accord entre la région de la Nawa, représenté par son président, le ministre Alain Donvaï, et le groupe Noud, pour la production de 100 maisons de ce type à Soubré. Le projet Live2 est un projet écologique en matière de construction de maisons. Ces logements de 2, 3, voire 4 pièces sont assortis d'un espace réservé pour mener des activités commerciales. Une sorte d'habitat business. Et l'actualité, c'est aussi la contribution de la CEI au renforcement de la démocratie qui est expliquée aux étudiants de Bouaké. Le président de la commission électorale indépendante a donné des détails sur la participation de cette institution chargée de l'organisation et de la supervision des élections. Ibrahim Koulibaly-Kuibière a mis en relief le caractère impartial et l'indépendance de la CEI. Kader Sogodogo. Ibrahim Koulibaly-Kuibière, président de la commission électorale indépendante, CEI, est à l'université Alassane Ouattara. Il est le tout premier invité de rencontres avec les institutions de la République. Une initiative de Gilbert Kafana Koné, ministre auprès du président de la République, chargé des relations avec les institutions, destinée aux étudiants de Côte d'Ivoire. La CEI et le renforcement de la démocratie en Côte d'Ivoire, c'est le thème présenté aux étudiants de Bouaké. L'orateur du jour est bien dans son domaine. Il n'y va pas de main morte. Le verbe y est. Comment la commission électorale participe au renforcement de la démocratie en Côte d'Ivoire? De deux façons. La première façon, à travers le statut même de la commission électorale indépendante. Et la deuxième, à travers les activités qu'organise la commission électorale indépendante. Vous savez, il n'y a pas de démocratie où l'organe qui organise les élections n'est pas indépendant et impartial. Parce que le peuple peut dire, nous voulons M. Tantampion, mais l'organe qui est chargé d'organiser les élections peut tromper la volonté du peuple et donner le pouvoir à la personne que le peuple n'a pas décidé. Voilà pourquoi, dans le renforcement de la démocratie en Côte d'Ivoire, la commission électorale, l'organe chargé d'exécuter la volonté du peuple, doit être impartial et indépendant. Satisfaction totale pour les étudiants présents. Le président Kuibière Koulibaly nous a satisfait aujourd'hui. Il y avait des zones d'ombre quant au fonctionnement de la CEI. Il a pu lever pas mal d'équivoques ce matin. Je pars d'ici avec l'image de ce que la CEI, en tout cas pour ce qui m'a été donné de comprendre aujourd'hui, est transparente. Le ministre Gilbert Kafana Koné et ses collaborateurs entendent visiter toutes les villes universitaires du pays avec rencontre avec les institutions de la République. On n'oublie pas aussi la lutte contre la Covid-19. La pandémie n'est pas encore terminée. On voit ce que disent les chiffres aujourd'hui.
Le ministère de la Santé, de l'Hygiène publique et de la couverture maladie universelle a enregistré ce vendredi 20 nouveaux cas de Covid-19, 23 guéris et pas de décès. La Côte d'Ivoire compte donc 48 137 cas confirmés, dont 47 715 personnes guéries, 311 décès et 111 cas actifs. Au total, 740 391 doses administrées contre la Covid-19. Le ministre de l'Environnement vient de remettre 34 agréments au bureau d'études et aux consultants en évaluation environnementale. C'est un outil pour accompagner le développement. Il permettra aux autorités de prendre les meilleures décisions quant à la réalisation des projets. Jean-Luc Assis met ainsi ses acteurs en mission. Walter Amadou Ouattara. La présente remise officielle marque la phase finale du processus de renouvellement et d'attribution des agréments lancé depuis décembre 2020. Ainsi, viennent de recevoir leur agrément 32 bureaux d'études et 2 consultants indépendants en évaluation environnementale qui ont satisfait aux conditions d'octroi. Avoir l'agrément vous donne du coup l'autorisation de pouvoir exercer pleinement vos activités. Quand on dit une étude d'impact, ce n'est pas un individu qui réalise, c'est un groupe d'experts. L'Agence nationale de l'environnement, ANDE, reste attentive à la prise en compte des enjeux environnementaux dans la mise en œuvre des projets en tenant compte bien sûr des principes du développement durable. Le ministre de l'Environnement et du Développement durable exhorte les bureaux d'études et les consultants indépendants à être des professionnels qui produisent des rapports de qualité. En effet, la nécessité de protection de l'environnement ne doit pas être un frein au développement de notre pays, mais plutôt en constituer un outil pour accompagner celui-ci. Je souhaite donc que vos coûts de prestations en relation avec la direction de l'ANDE soient harmonisés afin que la prise en compte des contraintes de développement durable soit accessible à tous les opérateurs économiques. Avec l'octroi de ces nouveaux agréments, la Côte d'Ivoire compte aujourd'hui 89 bureaux d'études et 7 consultants individuels en évaluation environnementale. Et le ministère de l'Enseignement supérieur se lance dans la quête de financement, rechercher des ressources pour une formation de qualité des hommes. Un atelier tenu entre un partenaire et 35 établissements d'enseignement supérieur privé. Les deux parties vont identifier les besoins du secteur. Astou Touré d'Agnogo. C'est une rencontre pleine d'espoir pour la réalisation des projets des universités privées d'enseignement supérieur de Côte d'Ivoire. La filiale de l'Agence française de développement, Proparco, se tient aux côtés du ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique. La rencontre a pour but de mieux comprendre les enjeux et les défis rencontrés par les établissements d'enseignement supérieur et d'identifier les projets que Proparco pourrait être en mesure d'accompagner. C'est plus de 90 milliards de francs CFA qui ont été mobilisés à la faveur des contrats de désendettement et de développement, mais aussi de prêts souverains cofinancés avec le groupe de la Banque mondiale en appui au Centre d'excellence d'Afrique. Ces financements importants, le groupe de l'AFD est le premier partenaire technique et financier de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique en Côte d'Ivoire et que cette enveloppe est la plus importante jamais mobilisée par le groupe de l'AFD dans le monde. C'est une satisfaction pour le ministre Adama Diawara en charge de l'enseignement supérieur pour qui le soutien de l'Agence française de développement est une opportunité à saluer. Il se dit convaincu que les financements attendus seront bien exécutés par les établissements, favorisant l'aboutissement à une adéquation formation-emploi. Il se trouve que cet enseignement supérieur privé est confronté à un certain nombre de problèmes, dont la difficulté d'accès au financement. Donc vous comprenez toute l'importance de la rencontre de cet après-midi, puisque là on a un organisme français, Proparco en l'occurrence, qui est prêt à apporter du financement à l'enseignement supérieur privé. Alors moi je suis convaincu que ce financement-là sera utilisé à bon escient par les établissements d'enseignement supérieur privé, surtout dans le sens de l'amélioration de leurs offres de formation pour une plus grande adéquation formation-emploi. Au total, 35 établissements d'enseignement supérieur ont été sélectionnés par la Direction générale de l'enseignement supérieur afin qu'ils prennent connaissance des modalités et financements d'accompagnement du groupe Proparco. Chaque année, on célèbre l'excellence au lycée Sainte-Marie de Cocody. Une tradition qui vient d'être respectée une fois encore. Les responsables de l'école distinguent les meilleurs élèves, les jeunes filles exhortées à continuer de se bonifier. Franck Adio. Le lycée Sainte-Marie célèbre l'excellence. Après une année scolaire studieuse,
Les plus méritantes, heureuses d'être récompensées des prix d'honneur et d'excellence pour les premières de chaque classe. C'est le fruit de nos efforts, c'est un peu ça. Donc on est vraiment heureux et tout ça c'est grâce à Dieu. Je suis très heureuse, j'ai travaillé beaucoup pour être là aujourd'hui. De la joie pour les élèves, de la satisfaction pour les encadreurs, mais aussi les parents venus soutenir les enfants. Nous sommes fiers aujourd'hui de voir continuer cette idée de bien éduquer la fille, de faire de la fille une excellente femme, une excellente citoyenne, pour contribuer au développement de la Côte d'Ivoire. Une année 2021 particulière selon la responsable de l'établissement, mais la volonté de prôner résilience et compétitivité demeure, comme l'évoque en filigrane le thème de la journée. Tout ce qu'on fait, on mérite de la reconnaissance quand on fournit des efforts. Et c'est une manière aussi de dire aux parents qu'il faut amener les enfants à adopter un certain nombre d'attitudes, notamment à avoir des valeurs telles que l'honnêteté, la probité et puis le sens du travail bien fait. Le lycée Sainte-Marie de Cocody est un établissement d'excellence créé par l'État en 1962 et confié à la communauté apostolique Saint-François Xavier. Il est exclusivement dédié aux filles. Et pendant ce temps, un meurtre a défrayé la chronique à Ferké. L'assassinat d'une élève candidate au BEPC, un crime perpétré par un autre élève, lui en classe de terminale. C'est avec une arme de type calibre 12 qu'il a commis le forfait et la police l'a mis aux arrêts. Des détails avec Léon Brou. Comme la défunte Adia qui ne passera plus jamais le BEPC, ce jeune homme dans les mailles de la police ne passera pas lui aussi le baccalauréat session 2021. Il va croupir en prison, toujours selon la police qui s'active à le déférer devant la justice pour crime passionnel. C'est lui l'auteur présumé de l'assassinat à l'arme à feu de type calibre 12 dans la nuit du 13 au 14 juin, soit la veille du BEPC, de la candidate Ouattara Adia, pourtant son ex-petite amie. On était ensemble depuis longtemps, depuis 1 an, 3 mois. Maintenant, elle m'a quitté pour un autre gars. Quand on était ensemble, je faisais ses petits besoins parce que je l'aimais beaucoup. Je savais qu'elle allait passer dans une voie. Je suis allé directement là-bas. En même temps, je l'ai vu passer avec un gars. Le gars allait l'accompagner. Et puis, ils sont revenus, repartis encore. Troisième fois, elle est venue seule. C'est là, il a tiré le fusil, il a tiré sur elle. Son forfait commis, ce présumé assassin réussit à se fondre dans la nature pour trouver refuge dans un village, le temps de fuir en direction d'un pays frontalier. Mais c'est sans compter avec les hommes du commissaire Cambiré, ils vont le cueillir 2 jours seulement après son crime. Il était en train de fuir, il a été interpellé dans la nuit du lundi au mardi, vers 4 h du matin, dans un village qu'on appelle Nafungolo. C'est vers Wamenoro. Tout ça, c'est dans la sous-région de Tuokro. Donc, on l'a emmené. Et là, reconnu les faits, ils sont reprochés. Élève en classe de terminale dans un établissement de Ferkessédougou, le présumé assassin de Ouattara Adia est issu d'une famille de forgerons, donc rompus à la fabrication et au maniement des armes. Le jour de son crime, il a soutiré ce fusil à son tuteur au prétexte d'une partie de chasse, comme à ses habitudes. Autre chose dans l'actualité, c'est une structure technologie innovante. Le BNET vient de se doter d'un studio de pointe et il permettra de faire des présentations et des simulations en mode virtuel 3D. On le voit avec Godefroy Okambawa. En appuyant sur l'écran de cet ordinateur, le ministre de l'Hydraulique, Laurent Tchagba, représentant le Premier ministre Patrick Achi, inaugure ainsi un studio de haute technologie en dimension 3D. Baptisé Studio BNET, il est construit sur 200 mètres carrés est composé d'un auditorium, d'une cabine technique et d'une salle d'exposition. Sa particularité est de faire des simulations dynamiques des projets en mode réalité virtuelle. Le président de la République a une grande ambition et une grande vision pour notre pays, la Côte d'Ivoire. Ces nouveaux outils de conception, de suivi et contrôle des travaux nous permettront donc d'accompagner beaucoup plus efficacement le gouvernement dans la mise en œuvre de ce programme de travail. Selon Laurent Tchagba, représentant le Premier ministre, ce studio est une innovation, un outil de développement qui s'inscrira dans l'action gouvernementale. Quand on prend le programme prioritaire de l'État, c'est un ensemble de travaux qu'il faut réaliser sur la période 2021-2025. Lorsque notre ATEMO ou bien notre maître d'ouvrage délégué
que le Bénin a un tel équipement qui nous permet de gagner 50% de temps. La réalisation des travaux, du contrôle des travaux, nous pensons que vraiment c'est quelque chose de formidable. En se donnant les moyens d'atteindre ces objectifs, le Bénin se veut une référence internationale en termes d'expertise. Et l'ouverture de ce studio s'annonce comme un nouveau challenge pour le Bénin au service du développement de la Côte d'Ivoire depuis plus de 40 ans. Dans le domaine de la communication, les opérateurs de la téléphonie numérique, de la télévision numérique terrestre veulent une viabilité économique. La Haute Autorité de la communication audiovisuelle les a donc réunis autour d'une table ronde. Entre autres objectifs, identifier les défis auxquels sont confrontées ces chaînes privées. Ces acteurs vont aussi élaborer les stratégies pour avoir une meilleure santé financière. Dangui. Étroitesse du marché de la publicité, faiblesse de la pénétration de la télévision numérique terrestre TNT dans les ménages. Ce sont entre autres les difficultés soulevées par les chaînes de télévision lors de la table ronde sur la question de leur viabilité économique. Nous devons faire les efforts, nous, nécessaires. Donc, en fait, en quelques mots, c'est d'avoir une démarche, une vraie démarche marketing pour attirer les annonceurs. Par rapport justement maintenant à tout ce qui est viabilité économique, on est contraint de pouvoir maintenir notre audience. C'est une véritable exigence aujourd'hui en ayant des contenus attractifs de qualité parce que nos clients aujourd'hui qui nous suivent sur les différents supports sont exigeants, ont de l'appétence pour la qualité. L'une des conditions de la viabilité économique des opérateurs de la TNT que proposent les chaînes de télévision privées, c'est d'obtenir une part de la redevance. La redevance RTI est au cœur des débats au niveau du nombre d'opérateurs qui souhaitent que cette redevance soit répartie. Le tout est de savoir si cela peut être accepté, si cela est faisable. C'est l'objet de la discussion. Ensuite, nous verrons les propositions qu'il nous semble utile de faire au gouvernement. Organisée par la Haute Autorité de la communication audiovisuelle ACA, cette table ronde vise à identifier les défis et à dégager des stratégies susceptibles d'assurer la viabilité économique et pérenne des opérateurs de la télévision numérique terrestre. Les acteurs de la commande publique du secteur du bâtiment et des travaux publics sont en formation. Les experts formateurs de l'autorité de régulation des marchés expliquent les innovations dans le domaine. La rencontre vise à relever le niveau de qualité des offres et éviter les erreurs dans l'exécution des commandes. C'est ce que nous dit Jean-Marc Diadji. L'ANRMP continue son processus de formation de l'ensemble des acteurs du système des marchés publics, qu'ils soient du secteur privé ou du secteur public. Et cela avec un programme de formation et une méthodologie évolutive et appropriée. Les acteurs de la commande publique voient donc leur capacité se renforcer régulièrement. Cette séance de formation, elle, s'est intéressée au secteur du bâtiment et des travaux publics. Vous avez observé qu'il y a, depuis quelques années, c'est le boom de l'immobilier en Côte d'Ivoire. Au sortir de la crise, après toutes les infrastructures que l'État a fait, partout où il y a des routes bitumées, vous voyez des bâtiments qui poussent systématiquement. Mais nous avons aussi observé les dégâts qui sont commis par les mauvais entrepreneurs, des bâtiments qui s'écroulent. Le souhait, c'est que la qualité du bâti, que ce soit des bâtiments publics ou privés, la qualité s'améliore. Les petites et moyennes entreprises du secteur du bâtiment et des travaux publics vont donc être au parfum des innovations dans le secteur de la commande publique pour ne pas perdre des marchés par ignorance. Pour Koné Lamine, vice-président du groupement ivoirien du bâtiment et des travaux publics, GIBTP, c'est une formation importante et innovante qui donnera de meilleurs outils aux entrepreneurs dans l'élaboration des offres et surtout dans l'exécution des travaux. Le secteur du bâtiment et des travaux publics est souvent l'objet de beaucoup de problèmes dans l'actualité, notamment des problèmes de qualité dans les constructions de bâtiments, d'infrastructures de façon générale. Et là, nous saisissons cette occasion-là pour sensibiliser nos collaborateurs à l'amélioration vraiment de notre offre pour la commande publique. Au terme de cette formation, l'ANRMP voudrait que la qualité des offres soit relevée et que sur le terrain, les erreurs soient évitées par les exécutants des marchés. Toutefois, l'ANRMP est prête, par l'entremise de sa cellule recours et sanctions, à gérer tous les litiges qui sont souvent dus à la méconnaissance des textes.
Et le développement passe aussi par la paix. À cet effet, l'ambassadeur du Maroc en Côte d'Ivoire et le guide suprême de la communauté musulmane se sont rencontrés. Les deux personnalités ont évoqué la consolidation de la cohésion sociale. Ils ont parlé également de la promotion d'un islam tolérant et modéré. Konepaga Soro de Madongi. L'ambassadeur du Maroc en Côte d'Ivoire, Abdelmalek Kettani, a rendu visite à Cheikh Aïma Ousmane Diakité, le président du Conseil supérieur des imams, des mosquées et des affaires islamiques et COSIM, à son domicile à la Riviera dans la commune du Cocody. Préservation de la paix et l'importance de la promotion d'un islam tolérant et modéré étaient au menu des échanges. Je suis ici aujourd'hui pour présenter mes respects et mes hommages à son éminence et envisager avec lui les façons de renforcer davantage les relations entre le Royaume du Maroc et le COSIM, qui sont, comme vous le savez, des partenaires de longue date. Et nous avons aussi envisagé ensemble les pistes à venir pour renforcer la coopération religieuse entre le Royaume du Maroc et la Côte d'Ivoire et permettre donc la dissémination encore plus prononcée des valeurs de l'islam, de partage, de modération et d'humanité que nous avons toujours prôné sous l'égide de Amir al-Mu'minin, Sa Majesté le Roi Mohamed VI. Après avoir témoigné la gratitude de la communauté musulmane à l'ambassadeur du Maroc en Côte d'Ivoire pour sa visite de courtoisie, le président du COSIM a assuré à Abdelmalek Kettani que sa communauté s'est inscrite dans une dynamique de promotion d'un islam du juste milieu. Nous avons demandé à M. l'ambassadeur de transmettre à Sa Majesté nos remerciements pour la mise en place et le fonctionnement de la Fondation Mohamed VI et la formation des imams. Nous avons aujourd'hui 500 imams qui ont été formés au Maroc, qui sont à travers toute la Côte d'Ivoire. Et nous avons demandé de transmettre nos remerciements à Sa Majesté pour sa vision claire et ses objectifs précis et ses réalisations concrètes pour les musulmans et pour l'humanité. L'ambassadeur du Maroc en Côte d'Ivoire a renouvelé sa disponibilité à accompagner le Conseil supérieur des imams, des mosquées et des affaires islamiques et COSIM dans sa mission de promotion des valeurs de l'islam en Côte d'Ivoire. C'était un reportage de Konepaga Soro de Madongi et Dangui. Dans le reste de l'actualité au Mali, 15 casques bleus de l'ONU déployés blessés ce vendredi. Bilan d'une attaque au véhicule piégé contre une base opérationnelle temporaire dans la région de Gao au nord. Le dispositif avait explosé au passage d'un convoi de la mission onusienne qui escortait le déploiement d'un bataillon reconstitué de l'armée malienne. La MINUSMA indique que les blessés ont été évacués. Elle n'a pas fourni plus de précisions sur les circonstances de l'opération ni sur la nationalité des casques bleus touchés. Voilà qui met un terme à ce journal. Merci de l'avoir suivi. Retour de l'actualité 23h avec Herman Guivet. Ce soir, le SAD nous apprend que tu peux te faire effrayer dans la rivière par un crocodile, mais ne laisse pas les poissons se moquer de toi. Dieu le voulant, on se retrouve demain.